Mai 2026, au large de Chypre, une flottille pour Gaza est interceptée par la marine israélienne. Composée d'une 50aine de navires, elle voulait briser le blocus imposé par Israël sur Gaza, confrontée à de graves pénuries. Une intervention musclée dans les eaux internationales, avec à la clé l'arrestation de militants venus de plusieurs pays européens. Mais ce sont ces images qui vont choquer la plupart des chancelleries de l'UE, ainsi que la déclaration du ministre d'extrême droite israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir. Arrestation illégale, traitement indigne d'une démocratie. Après leur libération quelques jours plus tard, c'est ainsi que certains dénoncent sans ambiguïté les méthodes utilisées contre eux. C'était une torture H24. Il n'y a pas un moment où on se sentait en sécurité, on avait peur tout le temps. Et si l'indignation européenne a été grande, nous verrons que les sanctions ont été plus mesurées et pour l'État hébreu dénoncées. On se sent trahi par des gens qui étaient nos alliés, des gens qui partagent nos valeurs, les valeurs d'un monde libéral et démocratique. S'il y a eu réaction, c'est parce qu'il y a eu des images. Et que là, plus personne ne peut douter de la façon dont Israël traite les personnes qu'elle arrête de façon arbitraire. Le ton monte, les relations diplomatiques se tendent. D'où la question, Israël peut-il encore être un allié fiable pour l'Europe ? Salon aéronautique du Bourget. En 2025, la France avait sanctionné 5 industriels israéliens d'armement et fait fermer leur stand. Raison invoquée, une possible complicité dans le meurtre de civils dans la bande de Gaza. I guess this is a fine display of democracy by the French. Rebelote cette année au salon de défense Eurosatori, où seuls les industriels exposant des armes de défense anti-balistiques ou anti-aériennes seront autorisés par la France. Une obligation morale pour de nombreuses ONG qui accusent plusieurs États européens de complicité de crimes de guerre dans la mort de dizaines de milliers de Gazaouis. Moi, je veux bien qu'on dise aux sociétés vous ne pouvez pas venir sur le salon de l'armement Eurosatori parce que vous fournissez des armes offensives, mais il faudra nous expliquer ce que sont les armes offensives et les armes défensives. Ainsi, l'année dernière, plus de 35% du matériel militaire acheté par des membres de l'UE provenait d'Israël. Allemagne et Italie en tête. Pour certains spécialistes, l'Europe a toujours été et devrait rester un bon client. On doit quand même avoir besoin des armes israéliennes, on a besoin en cybernétique, on a besoin en protection du dôme de fer, on a besoin de ces gens-là qui vont nous protéger, donc on a besoin d'Israël. Et ça se fait en sous-main avec un discours de rhétorique pour calmer la rue, pour pas calmer les gens qui pourraient être... C'est pour des raisons, je dirais, populistes et politiques qui ne sont pas de notre intérêt. Malgré ces mesures, Israël utilise son arsenal sur son sol et surtout au-delà de ses frontières. Par exemple, pour grignoter des parcelles de territoire libanais. De bombarder au sud Liban depuis début mars 2026, maisons, villes, villages et même hôpitaux pour tenter d'éliminer la menace mortelle que représente la milice du Hezbollah. Des attaques menées par un gouvernement faisant peu de cas du droit international. C'est un gouvernement donc ultranationaliste, dont le centre de gravité politique et idéologique est marqué à l'extrême droite, il n'y a pas d'autre terme, et dont au moins 2 ministres, peut-être 3, le pire étant Ben-Gvir, sont littéralement fascisants, qui sont très concrètement de nature pénalisable. Enfin, je veux dire, non seulement en droit international, mais ce qui est bien pire que ça encore, le plus souvent en droit israélien. Un gouvernement critiqué notamment par l'Allemagne, pourtant un allié indéfectible depuis de nombreuses années. Die Bundesregierung ruft auch Israel dringend dazu auf, die im April vereinbarte Waffenruhe einzuhalten und die Zivilbevölkerung im Südlibanon zu schützen. On était dans la démocratie libérale. Aujourd'hui, c'est les empires qui reviennent. Donc on a Poutine, on a Trump. Israël a pris le camp, parce qu'elle n'a pas le choix, le camp de Trump. La France se sent, l'Europe se sent qu'elle a besoin de s'opposer à Donald Trump. Et donc elle va prendre des positions contre Israël. Contre les opérations au sud-Liban, mais également en Cisjordanie voisine. L'Union européenne a ainsi pris des sanctions contre des colons extrémistes israéliens.
mais sans effet concret sur le terrain. Donc, je pense qu'il faut à un moment être raisonnable, quoi. L'enjeu, clairement, ce n'est pas la relation Union européenne-Israël. L'enjeu, c'est de sauver des vies. Alors, il y a des mesures qui ont été prises, mais ces mesures, elles sont insuffisantes. Une récente affaire a également passablement écorné les relations entre Israël et la France. C'était en mars 2026, sur fond de campagne pour les municipales. 3 candidats insoumis ont été la cible de désinformation. 3 élus de la République, connus pour leur position pro-palestinienne et qui ont dû faire face à de fausses accusations d'agression sexuelle pour l'un, d'achat de drogue pour un autre ou encore de fausses publicités. Des tentatives de déstabilisation qui, selon la justice française, semblent être l'œuvre de sociétés implantées à Tel Aviv. Quand Israël veut neutraliser des gens, elle a des moyens qu'elle connaît bien comment neutraliser les gens, et elle utilise ces moyens quand c'est des gens qui sont une menace existentielle pour le peuple juif. Mais ce n'est pas le cas, donc ça peut être des initiatives privées que je salue, c'est bien. Si Israël en vient à s'attaquer à la France, c'est peut-être un bon signe, quelque part. Ça veut peut-être dire que la France est peut-être enfin sur la bonne voie. Alors je dis ça sur un ton ironique, évidemment, histoire de chatouiller un peu les susceptibilités, mais il est temps qu'on réagisse. Des attaques comme l'explique ce document officiel qui s'apparente à des menaces hybrides et qui ont notamment la volonté de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. Au même titre que la guerre hybride menée depuis plusieurs années par les Russes contre l'Europe. Bref, la diplomatie, c'est d'abord des intérêts vitaux. Et les gens qui sont au pouvoir exercent d'abord la politique selon ce qu'ils perçoivent comme étant les intérêts bien compris. Qui dit Russie, dit aussi conflit en Ukraine, où là encore les 27 n'ont pas forcément l'appui nécessaire d'Israël, espéré par certains, pour faire pression sur Poutine. Tout comme le blocage du détroit d'Ormuz, causé par l'offensive israélo-américaine contre l'Iran, qui met sous tension l'économie mondiale et celle du vieux continent. Les Européens doivent pouvoir exercer des pressions sur les belligérants, parce que nous ne sommes pas dans la coalition, pour que la guerre échappe, pour que la libre circulation maritime puisse résister à tout type de guerre, parce que alors sinon c'est l'anarchie, c'est le chaos, etc. Loin des déclarations polémiques et du fracas des armes, la réalité est aussi économique. Depuis 2000, est l'entrée en vigueur d'un accord de libre-échange pour atteindre les 43 milliards d'euros en 2024. L'Europe, principal débouché pour les entreprises israéliennes. Free Palestine כל היום מנפנף ברחובות, ואז לא מקבלים את הסחורה שלנו. תשמע, אני לא מבינה את האירופאים. יש כאן ניסיון לשטיפת מוח. Ainsi, ceux qui appellent au boycott des produits israéliens le savent. Cet accord commercial est conditionné par son article 2, au respect des droits de l'homme et des principes démocratiques. La conclusion, c'est que Israël viole l'article 2. Si en fait vous voulez arrêter en tant qu'acteur à ce qu'on vous entende à entendre dire que le droit international est mort, eh bien prenez les mesures. Prenez les mesures et faites respecter le droit international. Le droit international, il n'est pas mort. Le droit international, il existe. Ce sont des personnes qui s'insurgent, qui en fait font le travail que nos gouvernements devraient faire. Des gouvernements européens de plus en plus opposés à cette politique belliciste, justifiée par les atrocités commises par le Hamas en octobre 2023 avec 1200 morts et 250 otages. Mais une Europe frileuse. Oui, c'est vrai que l'Union européenne pourrait prendre des mesures à ce niveau-là. Ça, pour le coup, fondamentalement, ça ne changerait rien, ou quasiment rien à l'économie israélienne. Et on revient à une question très philosophique. Est-ce que les sanctions sont susceptibles de modifier à la marge ou de façon centrale la politique d'un gouvernement? Si l'Europe reste d'abord divisée sur les positions à prendre face à Israël, l'État hébreu demeure au moins un allié de circonstance jusqu'à de nouvelles élections.